Olivier Rafovitz, colonel de réserve dans l'armée israélienne, est l'un des observateurs avisés des évolutions en cours au Moyen-Orient. Printemps arabe, troubles en Syrie ou encore menaces iraniennes, il nous livre avec lucidité son analyse. Ce qu'on a appelé le printemps arabe, et ce que les gens en Europe surtout ont espéré en tant que grand mouvement de démocratie ou de révolution démocratique, se révèle effectivement être une grande révolution, une révolution islamiste. Les pays arabes en Afrique du Nord et dans la région sont aujourd'hui véritablement dans une nouvelle phase de leur culture politique, où ils annoncent la couleur. C'est-à-dire que les grands mouvements au XXe siècle, nationalistes et panarabistes, sont aujourd'hui dépassés et véritablement aboutissent à des régimes où les forces islamistes intégristes prennent le pouvoir. Elles ont toujours été très présentes, elles ont toujours été repoussées, opprimées et mises de côté par des leaders qui voyaient surtout un nationalisme arabe dans le courant Baas, par exemple en Irak ou en Syrie ou au Liban. Actuellement, c'est l'islam intégriste qui prend le pouvoir. Ce n'était pas une surprise pour nous en Israël, et ni pour les analystes, je crois, bien au courant de la chose. On n'est pas surpris par cela. C'est inquiétant, évidemment, puisque ce courant islamiste est également un courant pan-islamiste qui peut, par des contacts et par des coordinations, créer une véritable idéologie pan-islamiste dans un monde arabe de plus en plus complexe, mais qui se retrouve en fait uni par donc cette idéologie islamiste intégriste. D'un côté les frères musulmans, le Hamas, branche des frères musulmans dans la bande de Gaza chez les Palestiniens, le Hezbollah, sorte de frères musulmans chiites au Liban, bras armés de l'Iran. Effectivement, il y a encore des éléments locaux qui font que chaque pays a ses propres caractéristiques, mais pour l'Occident et pour Israël, c'est inquiétant. Par contre, il faut également dire que cette énorme révolution qui est encore en train de bouillir dans ce monde arabe a également des éléments entre guillemets positifs. Par exemple, il y a une profonde instabilité. Qui fait que les pays arabes sont occupés avec eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps aujourd'hui de s'occuper de l'État d'Israël, même s'ils restent fondamentalement anti-israéliens et peut-être même antisémites parfois, mais actuellement ils s'occupent d'eux-mêmes, ce qui donne du répit à Israël et également du répit à l'Occident, et également un risque en Syrie, en Libye, de dislocation nationaliste. Il se peut que des groupes fassent sécession au nom de la tribu, au nom même de la religion. Il y a des groupes sunnites, des groupes chiites, on voit ça en Irak, il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Irak, il y a des Coptes en Égypte, il y a des Alaouites en Syrie, il y a des sunnites en Syrie, des Druzes en Syrie, il y a des Druzes au Liban, du Hezbollah ou des chiites au Liban, également des sunnites et des chrétiens. Tout cela aussi peut amener des guerres civiles et des dislocations de ce monde arabe qui a été, ne l'oublions pas, créé, fondé par, entre autres, par Laurence d'Arabie et par l'Occident qui voulait créer des pays arabes alors qu'il y avait des tribus bédouines et des guerres de seigneurs sur une région qui était une région où la culture démocratique et la culture républicaine n'existait pas. Donc tout cela aujourd'hui crée un énorme chaos. Le problème, ou un des problèmes, c'est que ce chaos est accompagné de mouvements armés. Il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup d'argent dans ce monde arabe en pleine effervescence. Donc il y a danger parce que le plus fort, le plus intelligent, le plus machiavélique prendra le pouvoir. Est-ce que l'Iran sera le pays qui gouvernera ce mouvement? Est-ce que la Turquie, qui aujourd'hui se réveille, sera le pays qui prendra le mouvement par le haut et coordonnera tous ces mouvements islamistes sunnites? Est-ce qu'il y aura une guerre entre l'Iran et la Turquie par l'intermédiaire des mouvements sunnites, des mouvements chiites, les frères musulmans d'un côté et le Hezbollah de l'autre? Je crois que c'est un élément aujourd'hui nouveau où l'Égypte, d'après Moubarak, l'Iran et la Turquie vont se disputer, peut-être même se battre
ce nouveau Moyen-Orient et ce nouveau monde arabe ou ce nouveau monde islamique qui est en train de se réorganiser. Pour Israël, encore une fois, je pense que c'est un timing à la fois inquiétant, mais également qui peut donner aussi, encore une fois, je dis, un certain répit. Je ne crois pas que les États seront capables de lancer des guerres conventionnelles contre l'État d'Israël, mais je pense que nous allons avoir à faire face à une vague de terrorisme et de groupes armés, plus ou moins organisés, qui vont sortir de ces pays-là en dislocation et qui, au nom d'un djihad ici, ou d'une idéologie iranienne de là, ou Hezbollah de là, vont lancer des attaques contre Israël. La Syrie est un pays charnière au Moyen-Orient, un pays avec une armée très puissante. Bachar el-Assad va tomber, ça va prendre 1 mois, 6 mois, il n'a aucune chance de rester au pouvoir. Il peut encore choisir de partir et trouver un pays qui lui donnera un asile, mais s'il continue dans le sens actuel, il finira comme Muammar Kadhafi. Maintenant, la Turquie a encore une fois des vues d'influence sur la Syrie, également pour montrer à tout le monde arabe que c'est peut-être aujourd'hui le nouveau pays qui va dominer la politique internationale du monde arabe et du monde musulman. Face à une Iran qui va essayer, elle, de favoriser le Hezbollah comme élément important d'implication dans la Syrie. Donc on a affaire d'un côté aux frères musulmans anti-Bachar el-Assad, qui, comme vous l'avez dit, ont été massacrés, entre autres, dans les années 80 là, dans la ville de Hama par le père, Hafez el-Assad. Il y avait, je crois, à l'époque 30 ou 40 000 morts dans la ville de Hama. Et donc les frères musulmans attendent la chute de Bachar el-Assad pour l'opportunité de reprendre le pouvoir. En face, le Hezbollah, lui, main armée de l'Iran, qui va chercher à soutenir le régime de Assad, ou en tout cas de trouver un remplaçant, un calife à la place du calife, pour conserver la force de l'implication iranienne au sein de la Syrie. Donc je pense que nous avons aujourd'hui dans cette Syrie qui est en dislocation, en guerre civile, et qui va très prochainement être le témoin de la fin du régime de Bachar el-Assad et de la dynastie alawite des Assad. Je pense que nous allons avoir à faire face à pratiquement un duel entre la Turquie au nord, qui peut-être prépare une incursion, une intervention militaire pour montrer sa force avec le soutien caché ou pas de l'OTAN. Il y a des conversations et des discussions très importantes à Ankara et à Bruxelles pour que la Turquie fasse quelque chose pour être un élément important pour faire chasser Bachar el-Assad au nom quelque part de l'intérêt occidental, de l'intérêt de l'OTAN, ce qui également favorisera l'entrée ou une meilleure place de la Turquie au sein de l'Occident. Et en face, l'Iran, qui elle soutient des éléments de Hezbollah et peut-être d'autres éléments que nous ne connaissons pas encore actuels, difficilement identifiables, qui vont, ces éléments-là, par exemple, qui vont essayer de soutenir Assad et deuxièmement de trouver un remplaçant à Assad qui les soutient à eux. Les derniers exercices militaires qui ont eu lieu en Syrie il y a quelques jours, où on a vu d'ailleurs, je crois, le tir d'un missile Scud, est un élément, entre guillemets, de la part d'Assad pour prouver qu'il est toujours maître de l'armée et qu'il a toujours cette force de frappe dissuasive au cas où il y aurait une intervention militaire de l'extérieur. Mais encore une fois, on a affaire ici à un jeu, et je pense que Bachar el-Assad, évidemment pratiquement acculé au mur, ne sera pas capable de créer une diversion, même une guerre, pour apaiser les tensions et la guerre civile qui a lieu actuellement. Il ne pourra pas rester au pouvoir. L'État d'Israël est un État démocratique avec un gouvernement élu, des commissions qui inspectent et qui vérifient à chaque fois l'état des lieux. L'élément de surprise et le raté de la guerre de Kippour ne se répétera pas. Israël a une armée extrêmement forte. Nous sommes aujourd'hui une puissance militaire régionale. Nous ne devons pas le dire tous les jours ni le montrer à chaque opportunité, mais il est clair que nous sommes capables d'assurer dans les pires scénarios des affrontements sur plusieurs fronts
et surtout de frapper avant qu'on soit ici frappé. Israël n'a pas le droit à l'erreur. L'armée d'Israël est une armée qui apprend de ses erreurs et qui rétablit ensuite des nouvelles conventions, des nouvelles manières d'agir pour ne pas répéter ces mêmes erreurs. Ceux qui pensent que nous ne sommes pas prêts, eh bien qu'ils le pensent. C'est peut-être bien d'ailleurs. L'effet de surprise est un élément important en Israël et il faut parfois ne pas trop montrer ses forces comme au poker pour gagner en fin de jeu. La force de Tzahal, la force d'Israël, c'est une capacité à s'adapter très rapidement à de nouvelles situations. Israël ne veut pas la guerre, mais Israël sera là pour se défendre s'il le faut et pour frapper s'il le faut, même sur différents fronts. D'ailleurs, nous voyons bien que même le Hezbollah, même les autres pays qui menacent depuis des années Israël, ne bougent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'une réaction israélienne, ils ont peur d'une action israélienne préventive et ils savent que le prix sera très très lourd à payer pour eux. Du côté israélien, vous l'avez dit, des batteries pas en nombre suffisant. Vous savez, on n'est jamais assez préparé, on n'est jamais assez protégé. Il n'y a pas de protection hermétique totale à 100%. Mais je pense que nous pouvons aujourd'hui être en tout cas à la fois vigilants, mais aussi être rassurés sur l'état des lieux au niveau militaire et au niveau du renseignement, au niveau également des capacités opérationnelles et de commandement de l'armée israélienne. L'État d'Israël ne veut pas être le seul pays qui voit en minéraux nucléaires un danger. D'ailleurs, aujourd'hui, la communauté internationale, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Hollandais, les États-Unis bien sûr, même je crois les Russes commencent à comprendre qu'il n'est pas bon du tout qu'il y ait un Iran nucléaire avec un régime des mollahs. Le problème n'est pas le nucléaire, le problème ici est quel régime a la bombe atomique. La France a la bombe atomique, personne ne veut attaquer la France, parce qu'il y a un régime clairvoyant, il y a un régime rationnel, et un régime qui ne veut pas la guerre. Là on a affaire à un régime de fous de Dieu, qui au nom d'une idéologie nazie, nazie moderne, peu importe comment elle s'appelle, veut obtenir la bombe atomique. Est-ce qu'une guerre aura lieu? Nous ne l'espérons pas. Il peut y avoir encore d'autres scénarios, il peut y avoir un changement de régime, il peut y avoir une révolte interne, il peut y avoir d'autres éléments qui font que cet Iran nucléaire ne sera pas nucléaire. Et je pense qu'aujourd'hui les Iraniens à l'intérieur ont très peur. Les sanctions économiques et bancaires ont un lourd prix également sur les Iraniens et sur les chefs iraniens. Et les chefs iraniens voient également comment finissent les dictateurs dans le monde arabe et d'autres d'ailleurs dans d'autres pays. Il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres changements par d'autres stratégies.